Bonjour à tous, nous revoilà sur Watch pour parler durant une demi-heure de scénario, de dialogue et d'images, en clair de bande dessinée, en compagnie de notre éternelle muse du 9e art, j'ai nommé Emmanuel Klein. Bonjour Emmanuel. Hello. Et de notre sudiste à la barbe vive et au regard de braise, à savoir Laurent Giannati, notre partenaire BD Geste. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas, bonjour Emma. Au programme cette semaine, une interview de Juan Diaz-Canales et Ruben Pellegero qui nous parlent de... Ah bah ouais. Ça y est, ça commence. Ah bah ouais. Pellegero, excusez-moi, qui nous parle donc de Corto Maltese. Nous verrons aussi un sujet sur l'univers Zombilenium d'Arthur de Pince. Laurent nous offrira, comme chaque semaine, sa rubrique coup de cœur. Et nous évoquerons, comme à chaque émission, un certain nombre de livres. Les meilleurs. Les meilleurs, évidemment, enfin les meilleurs dans nos cœurs en tous les cas. Entre cases sur Watch, démarre. Alors donc nous partons un petit peu en Espagne. Oui, à la rencontre de deux auteurs. Effectivement, Juan Diaz-Canales et Ruben Pellegero sont les deux auteurs qui ont repris Corto Maltese. Mais Corto Maltese, évidemment, c'est Hugo Pratt qui l'a créé, c'était il y a 50 ans déjà, avec La Balade de la mer salée. Cela dit, ce grand album a eu pas beaucoup de succès, mais c'est surtout grâce aux aventures courtes dans Pif Gadget, qui ont été publiées ensuite dans les années 70, les années 70, qu'on a évidemment beaucoup popularisé ce héros de bande dessinée. Et puis, donc voilà, il fait partie de ces héros l'éditeur a autorisé, l'auteur a autorisé aussi qu'on continue ses aventures. Donc on a rencontré ces deux auteurs, parce qu'ils sont évidemment hyper contents. C'est la deuxième fois qu'ils collaborent ensemble. Il y a eu un premier album et voici le deuxième, Corto Maltese, Equatoria. On est avec Juan Diaz-Canales et Ruben Pellegero aujourd'hui, je mets l'accent espagnol, parce qu'on va parler de Corto Maltese. C'est la deuxième fois que vous collaborez ensemble, puisqu'il y a un premier album qui était déjà sorti, Sous le soleil de minuit. On découvre maintenant Equatoria. On va évidemment parler de cette actualité en librairie, mais d'abord j'ai envie de parler avec vous de Corto Maltese, ce héros mythique, ce héros qu'on adore toutes. Toutes, je dois dire. Moi j'étais amoureuse de Corto quand j'étais petite, et vous, messieurs, on peut être amoureux d'un héros de bande dessinée ? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça on peut parler de nous comme des mecs qui ont de la chance. Parce qu'effectivement, on a tombé amoureux de Corto. Dans mon cas, dans l'adolescence, c'est un BD qui m'a fait rêver des histoires, rêver d'un jour pourquoi pas devenir un auteur BD. Et finalement, on voit qu'il y a des rêves qui deviennent réalité. Hugo Pratt, évidemment, pour un dessinateur de bande dessinée, c'est forcément une référence. Est-ce que vous avez, quand vous étiez petit, vous vous rappelez, vous avez dessiné des Corto, vous vous êtes entraîné sur son travail. Est-ce que vous avez, dès le tout petit, ça vous a porté ? Non, pas jamais. J'ai dessiné rien de dessin d'Hugo Pratt. J'ai l'habitude que jamais dessiner des dessins d'autres dessinateurs. Je ne fais jamais copie de quelqu'un. Et c'est dans le moment que j'ai fait à Corto Maltese, je viens d'une école très semblable à l'école de Hugo Pratt, que c'est les maîtres américains, Milton Caniff et d'autres que je connaissais dans mon époque d'apprentissage. Et c'est la seule référence que j'ai de lui comme maîtrise, comme référence artistique. C'est après que j'ai aimé Corto Maltese, que j'ai fait la connaissance de son travail. Mon dessin ne s'est pas très éloigné de son dessin. Corto Maltese, c'est un marin, c'est un voyageur, c'est un aventurier. Il est tout ça à la fois. Donc il faut à chaque fois l'emmener dans des endroits différents. Donc dans le premier tome, quand vous aviez repris la série, vous l'avez emmené dans le froid, dans le nord, là-bas, très très loin. Et là, dans ce nouveau volume, Equatoria, ça se passe pas en Équateur, contrairement à ce on pourrait penser avec le titre. On est en Afrique, dans le nord de l'Afrique. Et vous avez d'ailleurs répertorié dans les pages de garde de l'album les différents lieux où il est allé. Et étonnamment, effectivement, il n'était jamais allé par là. On a essayé, comme tu dis, trouver un fort contraste avec les tomes précédents qui se déroulent dans le Grand Nord, parce que c'est important de voir à quel point les beaux marins est capable effectivement de sillonner le monde entier. Vous, Ruben, du coup, forcément, ça vous amuse de pouvoir changer comme ça d'univers. Oui, avec ce deuxième album, c'est très important, le mec que dit Juan, de changer toute l'ambiance, de la neige à la forêt. Changer de cette manière, c'est le plus important pour une série qui
que chaque histoire, c'est indépendant de l'autre. Non? Pour moi, comme dessinateur, très émouvant de changer de ville, voyager un peu avec les personnages. C'est une manière de voyager aussi un peu avec l'imagination, mais c'est chouette. C'est des histoires complètes à chaque fois. Vous savez où vous partez après, dans le prochain album, Ruben, déjà? Pas encore. Nous ne prenons pas encore les billettes. Mais c'est vrai que nous profitons le temps, les jours de la promotion de l'album pour parler. Et c'est après qu'il commence un peu la tempête d'idées pour qu'est-ce qu'on peut passer. C'est les premiers moments que nous discutons sur les prochains albums. À suivre alors, comme on dit dans les bonnes bandes dessinées. Voilà, à suivre donc. À suivre notamment parce que c'est chez Casterman évidemment, on est dans les locaux de Casterman d'ailleurs, d'où ces très très belles PLV qui nous accompagnaient derrière. Ce qui est important évidemment dans Corto Maltese et dans l'œuvre d'Hugo Pratt en particulier, il y a toujours un fond politique, il y a un fond littéraire, il adore la littérature, il y a plein de personnages réels qui sont mis notamment en scène dans cette bande dessinée, ou s'ils ne sont pas en scène on en parle. Là on est donc Équatoria, c'était l'ancien nom du Soudan, et ils ont situé ça là parce que notamment ils s'inspirent aussi de l'actualité, avec tous les événements qui se passent au Soudan aujourd'hui. C'est l'occasion de revenir sur l'histoire coloniale de ce pays. Je vous dis, on parle il y a Churchill, etc. Il y a plusieurs personnages réels qui sont mis en scène. C'est toujours un contexte réel et pour une histoire d'aventure évidemment très réussie. Je disais que c'est le 50e anniversaire de Corto Maltese. Il y a d'ailleurs pour ceux qui sont à Paris, c'est jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 octobre. Si vous passez par la gare d'Austerlitz, il y a des immenses agrandissements, des belles fresques autour de Corto, des personnages. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Voilà, SNCF Corto Maltese. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est amoureuse de Corto. Donc, vous ça voyez, va, j'assume, je l'ai dit en début d'interview. Voilà. Un beau brin aux yeux, non, moi je craque. Remettons les choses à leur place. En parlant de beaux bruns aux beaux yeux, donc, on pourrait peut-être parler de Arthur de Pince et de tout son environnement Zombilénium. On fait une petite coupe et puis on se retrouve pour en parler. Alors donc Zombilénium, c'est l'œuvre de Arthur de Pince, une BD, une série de BD, puis un film d'animation, et puis de nouveau une BD. On va voir ça dans un instant. Ce que je propose, c'est qu'on commence par regarder une petite vidéo qui est en fait le teaser du film. Allez, go. Je peux vous aider? Mais fait peur. C'est mon job. Vous aviez pris rendez-vous? Hector Sachs, contrôleur des normes. J'arrive toujours à l'improviste. C'est mon job. Maîtresse, est-ce que ça existe, les morts vivants? Monsieur Sachs, vous en avez trop vu. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Laissez-moi sortir. Il est mignon. Dis Sachs qu'il se transforme en chauve-souris et que c'est un vampire. Un monstre! Un zombie? Allez, grimpe! Hé, dégage de là ou je te plombe! Avec un poireau? On va mourir! T'es déjà mort. Papa, je voudrais aller à Zombilénium. Oui, c'est promis. Tu jures? Si je mange, je vais en enfer. Zombilénium est sorti hier sur les écrans pour ceux qui nous regardent sur cette première diffusion de jeudi 19 octobre à 20h. Enfin, 20h, il était un peu plus maintenant, mais en tout cas, voilà, cette première diffusion du jeudi. Le film sorti le mercredi en salle, comme d'habitude. Cela dit, c'était évidemment... faut aller vite, hein, vous savez, en cinéma, ça va vite, c'est plus rapide qu'en bande dessinée. Mais cette série, vous la connaissez peut-être, puisqu'il y a effectivement déjà eu 3 tomes qui sont parus chez Dupuis. Rappelons que le premier tome, c'était d'abord une couverture pour Spirou. C'était à l'été 2008, on a une couverture autour du thème des zombies. Et puis là, voilà, ensuite, c'était une série BD, et puis un tome, puis 3. Moi, j'ai mis mon t-shirt Walking Dead, je sais pas si ça se voit. C'est les autres zombies très célèbres de la bande dessinée. Voilà, les zombies américains, anglo-américains de Walking Dead, mais ils n'ont pas fait de t-shirt pour Zombilénium. Alors sinon, je l'aurais bien mis, hein, mais voilà, je fais ce que je peux en termes de zombies. Voilà, c'est hyper bien. Moi, j'adore la série. Je trouve que graphiquement, c'est très très réussi. Arthur de Pince, voilà, il travaille tout à la tablette graphique. Voilà, il a un univers vraiment très particulier et il est très très doué. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette adaptation au cinéma, pour ceux qui ont aimé la BD, et vous allez évidemment retrouver tout cet univers dans le film, mais ils ont eu
l'originalité et la perspicacité, l'intelligence. L'intelligence, voilà, merci, ce que j'ai perdu ce soir. L'intelligence de faire un scénario original, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment créé une histoire complète pour le cinéma. Ça dure 1h20 et c'est pas juste des petits bouts rapiécés, etc. pour faire de la BD. On retrouve les personnages de la bande dessinée. On est dans ce parc d'attractions Zombielénium dans lequel il n'y a finalement que des gens morts, qu'ils soient zombies, loups-garous, sorcières ou autres squelettes. Voilà. Le point commun, c'est qu'ils sont morts, mais après, ils ont des formes différentes. Et voilà. Et donc, il y a cette petite fille, qui est la seule humaine, qui est la fille du personnage principal qu'on va suivre. Voilà. Et je trouve que vraiment, c'est très réussi parce que graphiquement aussi, on est resté dans l'univers d'Arthur de Pince. Donc, si vous avez aimé la BD et ce qu'il en a fait, vous allez tout retrouver à l'écran. Et puis, je vous montre quelques pages, voilà, pour ceux qui n'auraient pas encore découvert cette série. Voilà, notamment le Grand Parc Zombielénium, c'est exactement le même dans le film. Le film fait beaucoup parler de lui, d'ailleurs. Clairement, il est très très apprécié. Rappelons qu'il a représenté la France en sélection officielle de la Cannes, au Festival de Cannes en mai dernier. C'était quand même pas rien. Et puis moi, je trouve que typiquement, ça montre que l'animation, ça marche aussi pour les grands. Voilà, c'est que on pense toujours que le dessin animé, c'est pour les petits. Loin de là. Là, quand c'est bien fait, je vous assure, moi, je n'ai pas boudé mon plaisir. J'ai vraiment adoré ça. Je trouve que c'est vraiment très très réussi à tous les niveaux. Là, on a une bonne histoire, un bon graphisme. Ça vaut le coup. Une super musique. Alors pas dans l'extrait qu'on a entendu là, parce qu'ils sont à deux, mais la plupart des musiques qu'on entend sont de Matt Bastard. Matt Bastard, qui est le leader, ex-leader de groupe Skip the Use. Il a quitté le groupe, maintenant il fait sa carrière solo, mais il a composé la plupart des chansons. Il a fait la voix d'un des personnages, le squelette. Voilà, que si vous connaissez la BD, vous connaissez ça aussi. Et puis, il est également coproducteur, donc c'est très investi. Ils avaient fait un petit clip, Skip the Use, avec l'univers d'Arthur de Pince. Et puis finalement, ils se sont bien collés et ça a continué. Ça donne ce film aujourd'hui. Allez voir. Et puis, donc, Dupuis réédite le premier tome de la bande dessinée. Ça, c'est un petit peu la curiosité du moment, on va dire. Enfin, c'est très bien pour ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui ont déjà la série, ça n'apporte pas grand-chose. Moi, je regrette juste qu'ils n'aient même pas changé. Ils auraient pu mettre la couverture. Voilà, ils n'ont pas changé la couve. Ils ont juste rajouté un feuillet. Donc, je trouve qu'en librairie, on ne sait pas si c'est l'ancien ou le nouveau. C'est juste quand on ouvre que tout au début, après la page de titre, il y a un petit dossier supplémentaire dans les coulisses de Zombielénium où on découvre d'ailleurs cette fameuse couverture à laquelle je faisais référence qui date de 2008. Tout à fait. Donc, avant le gros succès des zombies de Walking Dead, je veux dire qu'il n'a pas non plus été. On lui a pas dit fait du zombie pour faire du Walking Dead, c'est plutôt pas mal parce que c'est pas le cas partout. Bref, et donc là, d'ailleurs, on voit l'équipe, la fameuse Matt Bastard dont je parlais, Alexis Ducorde qui a réalisé et écrit le film avec lui, et le Arthur de Pince au centre. Donc quelques pages en supplément, voilà, pour mieux voir pour comprendre le film. Et puis sinon, évidemment, après, on a le premier tome de cette BD complète. Il y a 3 tomes, donc si vous aimez, vous pouvez lire la suite. C'est paru chez Dupuis. Donc voilà, vraiment une belle réussite en BD et au ciné. C'est assez rare pour le signaler. Absolument. Bon, c'est le moment que toutes les demoiselles attendent, tu le sais bien, Laurent, puisque c'est le moment du coup de cœur BD Geste. Alors Laurence, cette semaine, tu nous proposes quoi ? Alors une BD de Jérémy Moreau. Alors il faut vous dire, j'adore Jérémy Moreau. C'est un jeune auteur de 30 ans, mais on attend maintenant ses albums avec une grande impatience. Souvenez-vous, c'est le dessinateur du Singe de Hartlepool avec Lupano au scénario. C'est l'auteur de Max Winson, la BD qui parlait d'un joueur de tennis. C'est l'auteur également de Tempête O'Hara. Voilà, c'est vraiment. Alors, ce qui est curieux chez Jérémy Moreau, c'est que ces albums sont très différents graphiquement de l'un à l'autre, et c'est un artiste vraiment très doué. Et là, pour le coup, il a sorti donc il y a quelques semaines la saga de Grimm. Alors, je ne sais pas comment vous prononcez vous et Nicolas. G-R-I-M-R. Je vous laisse le soin de. Grimmer, moi j'aurais dit. Moi je dis Grimm. Grimm, voilà. Ben, moi je vais dire Grimm aussi. Moi je parle islandais, alors c'est pour ça. Couramment. Et donc, entre-temps, Jérémy Moreau est parti en Islande. Il a décidé, après son voyage, de faire un récit qui se déroule là-bas. Il a choisi l'époque du 18e. Le récit se déroule en 1783. Alors, pourquoi cette date ? Parce que ça correspond en fait à la plus grosse éruption volcanique qui a eu lieu en Islande, avec des milliers de morts. Et le récit, d'ailleurs, commence juste après l'éruption. Donc, Grimm est un jeune garçon, il perd ses parents. Il devient orphelin. Et là-bas, être orphelin, c'est n'être rien. Parce que lorsqu'on se présente en Islande, on dit être fils d'eux. Et là, il n'a plus de parents, donc il n'est rien. Il n'a pas de terre. Et Grimm va donc décider de devenir quelqu'un et d'écrire sa propre saga. Et d'ailleurs, je vous coupe, Laurent, c'est juste que précisément comme il est tout petit au début du récit, quand on lui demande mais comment il s'appelle ton père, non seulement effectivement il est rien, mais en plus il sait même pas, il s'appelle comment ton père ? Papa. Je trouve que c'est ce genre de petite touche évidemment hyper mignonne. Il est perdu, le pauvre garçon. Il est vraiment perdu. En plus, l'Islande est occupée par le Danemark.
Donc il y a les Danois qui prennent les garçons rouquins, et d'ailleurs Grimm est roux, et qui les prennent pour devenir esclaves. Donc Grimm parvient à s'échapper. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il est doté d'une force herculéenne. C'est un gamin très fort, un petit peu bourru. Il va rencontrer en cours de route une sorte de second papa. C'est un gars un petit peu malin, un petit peu curieux de la vie aussi, et il va l'apprendre un petit peu à grandir. Et c'est une série de légendes, c'est une série d'aventures que Grimm va vivre. Là aussi, donc, je vous disais, Jerry Moreau a changé de technique. Il est passé à la couleur directe, et on voit des paysages absolument fabuleux de l'Islande, des planches magnifiques. Et c'est vraiment un super album, vraiment, enfin, extrêmement paginé. Il est à presque 300 pages, mais on le voit pas passer. C'est un récit captivant et qui, moi, m'a fait un petit peu penser, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a présenté il y a quelques mois, La Terre des Fils de J.P. Alors pourquoi ? Parce qu'on se retrouve encore dans un milieu hostile, et parce qu'on parle là aussi de transmission d'un père à ses fils, et de la recherche d'un père. Et par ces aspects-là, c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à La Terre des Fils. Bien évidemment, les deux albums sont très différents, mais voilà, les dessins de Jerry Moreau sont à tomber, avec des ambiances très différentes d'une page à l'autre. La particularité de ce garçon, c'est comme il a beaucoup bossé dans l'animation, il sait changer son... L'animation, il faut toujours prendre le trait de l'autre, parce que forcément, tous les dessinateurs doivent dessiner pareil pour que le film tienne la route. Là, en l'occurrence, lui, il change de graphiste totalement à chaque fois. C'est-à-dire que vous prenez le singe de Hartlepool, Max Winson, Tempête O'Hara, voilà, et dans les traits, et dans le traitement, et la technique aussi, il se renouvelle, il propose autre chose. C'est fini les carrières d'artistes, vous savez, où on faisait le héros de début à la fin et on changeait pas. Lui, il fait partie de cette génération hyper intelligente d'auteurs et qui se renouvelle à chaque fois. Je trouve ça hyper fort. Il est vraiment super doué, ce garçon. Bon, puisqu'on est en train de... Merci, Laurent, en tous les cas. La saga de Grimm de Jérémy Moreau, c'est paru aux éditions Delcourt. Un gros livre. Vous voyez ? Puisqu'on on a commencé à parler de livres, profitons pour parler, nous aussi, de livres. Alors, vous vous souvenez, j'avais un peu teasé le fameux Maestro di Roma. Je vous avais promis de vous en parler. On l'appelle l'Arlésienne d'Entrecases. Voilà, c'est un peu l'Arlésienne. Donc, Maestro di Roma, qui est un roman graphique réalisé par Olivier Millot au scénario et JP au dessin, aux éditions Marabule. Maestro di Roma nous conte l'histoire un peu extraordinaire, hors du commun, d'un réalisateur de films de cinéma en Italie dans les années entre 50 et 80. Donc le héros, Umberto, autant pour moi, Cavaletti, est un passionné de cinéma qui va rentrer dans ce monde-là et vouloir devenir un grand réalisateur. Il va se créer une carrière finalement assez exceptionnelle, mais limité aux films de série B et de série Z. Donc les séries B, vous voyez un petit peu l'ambiance. Les séries Z, on connaît peut-être moins. C'est des films de boxe, les films de zombies, puisqu'on en parle, voilà, puisque c'est le thème de la journée. Et il va en fait comme ça enrichir la fameuse production du cinéma populaire italien de ces années-là. De films parfois très kitsch, dont sont issus les fameux western spaghetti en particulier, c'est ceux qu'on a retenus. Alors, ce qui rend, j'ai envie de dire, ce récit particulièrement attachant, c'est en fait le mélange qu'ont choisi les deux auteurs du faste de ce qu'est le cinéma, en plus italien de ces années-là. C'est encore du cinéma qui crée des stars à l'ancienne, et puis un côté plus dramatique de la vie, émotionnelle de ce gars à qui il arrive évidemment plein de choses tristes, et comme il se doit, comme dans un film italien, j'ai envie de dire, il finit sa vie seul. Ah oui, il fallait bien ça. Donc ce que je voulais dire, c'est que Olivier Millot a su vraiment rythmer tout son récit autour de l'image qu'on a de cette période-là. Donc c'est vraiment passionnant, pour peu qu'on aime le cinéma en général et qu'on aime tout particulièrement. C'est toujours sensible, le cinéma italien des années 60 en particulier. Il a su vraiment créer quelque chose de très entre l'intimité et le faste donc de cette période grandiloquente du cinéma italien. Quant à JP, alors JP c'est assez étonnant, c'est son second album. On avait parlé de son premier album il y a quelques mois qui s'appelait Secret pour Secret.
paru chez Gulfstream. Ah oui, ça y est, un petit bouquin vert. Un petit bouquin vert. Et en fait, ce qui m'a plu et étonné, c'est qu'il a su changer complètement d'univers graphique. Donc c'est quelqu'un donc qui a plus d'un crayon à son arc, j'ai envie de dire, et il a créé quelque chose dans on a beaucoup d'aplats avec des crayonnés ou du crayon gras qui je trouve respecte bien l'image qu'on se fait un petit peu désuète du cinéma italien de cette période-là. Bon alors, ceci dit, pour conclure, soyons clairs, le fameux Umberto Cavaletti est un personnage de fiction. Oh. D'accord, oui. Mais à lui seul, en fait, il personnifie tout ce qu'on imagine d'un réalisateur italien de ce genre de film dans les années 60-70. C'est un très bon album, je le répète. Donc, ça s'appelle Maestro di Roma. Moi, je vous le conseille. Sorti chez Marabule et c'est réalisé par Olivier Millot et JP. Emmanuel. Changement radical de thème, de style graphique, de tout. Ça s'appelle Les Contes Noirs du Chien de la Casse. Ça vient de paraître aux éditions des Ronds dans l'eau, signé par Remedium. Remedium, c'est son nom d'artiste, son vrai nom, je vous donne je suis quasiment anti, c'est ce que j'ai voulu, c'est Christophe quelque chose. Christophe Tardieu, voilà. C'est un jeune. En fait, il est prof dans le 93 au Blanc-Ménil, et c'est là que se situent ces histoires. Il y a 7 récits courts, 7 histoires courtes. Alors, je ne ferai pas un grand coming out en disant que moi, je ne connais pas grand-chose, je ne vais pas faire ma bourge parisienne, mais je n'ai jamais mis les pieds dans une cité, dans des tours, dans des machins. Mais je ne connais pas. Et non, mais c'est vrai. C'est à peu près aussi absent dans ma vie que je rêve d'aller voir les aurores boréales au plafond. C'est des choses, voilà, je sais pas. Donc, non, mais c'est hyper intéressant du coup, parce que je vous assure, moi je voyage avec ces auteurs-là, c'est que parfois ils nous emmènent loin, parfois ils nous emmènent près. Et du coup, c'est hyper bien raconté. Vraiment, c'est des histoires qui racontent autant, qui parlent de ces vies de cité, mais des histoires qu'il a connues évidemment, donc dans le langage. Parfois même, j'ai pas tout bien compris certains mots, mais j'ai appris plutôt des nouveaux mots, voilà, dont j'ignorais l'existence, parce qu'on a le langage. On est vraiment plongé. Non, mais vous me moquez pas, Laurent, j'entends qu'il gosse. Mais non, mais c'est vrai. Moi, voilà, c'est sur la. Je vous dis, il y a des récits. Socialement, c'est hyper intéressant. C'est sur la religion, évidemment, c'est hyper important dans ces régions-là, dans ces régions, pardon, dans ces quartiers. Ah non, on a tout entendu. Chambré, c'est grave. Non, mais voilà. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que ça m'a plongé dans un univers que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Je trouvais ça hyper bien raconté. Certaines histoires sont vraiment poignantes, sont vraiment hyper intéressantes. C'est un vrai reportage finalement dans ces cités. On en voit tout le temps dans les infos, etc. Toujours quand ça se passe mal. Là, il y a aussi des moments où ça se passe bien. Il y a plein de choses, vraiment, ça se passe pas souvent bien en même temps, je dois le dire. Mais je trouve ça hyper intéressant de se plonger dans un univers qu'on ne connaît pas. Graphiquement, vous voyez, c'est du noir et blanc pur, il n'y a pas de gris, c'est vraiment, je trouve que c'est hyper bien raconté. Il n'y a pas forcément de cases non plus autour, vous voyez, il a pris certaines libertés et je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est original aussi, voilà, graphiquement, mais parfois il y a cette grande case centrale et puis tous les personnages qui interagissent autour. Voilà, moi je trouve ça vraiment très fort. Je suis sortie assez bouleversée même, pour tout vous dire, de cet ouvrage-là, en disant, ah ouais, mais en fait, c'est à côté de chez moi, il se passe ça. Et donc rien que pour ça, je vous dis, ce genre de témoignage, je dis ça en rigolant, mais vraiment c'est hyper important et hyper intéressant de pouvoir comme ça se plonger dans notre société d'aujourd'hui. Donc un livre fort, Les Contes Noirs du Chien de la Casse, donc c'est paru des Ronds dans l'eau, l'auteur c'est Remedium, et vraiment je vous invite à aller découvrir son travail, c'est un jeune auteur, il faut aller voir ce qu'il propose. Super. Alors moi je vais revenir sur une série en 6 albums que vous avez peut-être suivi, qui est née en 2010 et qui est signée Griffon, qui s'appelle Apocalypse sur Carson City. Alors je ne sais pas si vous connaissez cet univers-là. Donc là, pour le coup, c'est un univers chargé de zombies. En fait, tout ça se passe dans une ville qui s'appelle Carson City, et autour de ça, il y a une bande de malfrats qui pillent des banques. On a un shérif super rigide. On a une jeune sauvageonne qui ne pense qu'à une chose, se barrer. Et puis au milieu de tout ça, arrivent des zombies. Univers très trash, très extrêmement passionnant, extrêmement intéressant. Moins de 12 ans quand même. Hein, oui, moins de 12 ans. Oui. Moins de 12 ans. Ok, moins de 12 ans. Donc c'est quand même. Donc je vais te choquer. C'est quand même voilà. Un dessin extraordinaire. Moi, on va pas le représenter parce que c'est pas une nouveauté, mais un dessin extraordinaire en noir et blanc. Un rythme fabuleux. Je trouve qu'il y a des personnages extraordinaires. Et si j'ai décidé de vous reparler de cette série, donc si vous ne la connaissez pas, allez-y. C'est parce que, figurez-vous, qu'il y a l'éditeur de jeu Hopla qui présente, là on le voit, un petit jeu de cartes autour de qui reprend cet univers de Apocalypse sur Carson City. Alors, ouvrir ou c'est un oui, tout à fait. Alors voilà, c'est un jeu de cartes. Ouais, mais il a jamais joué avec, il est fermé, il y a du plastique autour. Il nous vend un truc qu'il a même pas testé. Non, mais si, je l'ai testé, mais celui-là, je l'ai gardé neuf pour montrer comme il était neuf. Il a eu 2 SP. Donc ce jeu, c'est un jeu dit, moi je suis pas un spécialiste des
les cartes, mais c'est un jeu dit de survival zombie game. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un ensemble de cartes, ça se joue entre 2 et 4 personnes. Et les règles du jeu, c'est pas marqué moins de 12 ans. Je vais essayer. Et puis on pose notre propre camp, notre propre groupe de personnages sur un paquet de cartes, et au fur et à mesure, on peut bouger, etc. Et l'idée, évidemment, c'est de survivre. Si on tombe sur une carte zombie, évidemment, on se transforme et on est la proie facile des autres joueurs, etc., etc. Donc voilà, c'était simplement pour vous dire que... Alors, cet éditeur, Hopla, c'est pas la première fois qu'il adapte une bande dessinée, puisqu'on parlait d'adaptation. C'est drôle, zombie, adaptation. Ils avaient déjà précédemment... Je dois rire ou pas quand vous oui, c'est parce drôle, que c'est en rapport avec Zombielenium. C'était pardon. pareil, adaptation cinéma. Là, on est en adaptation jeu. Faut m'expliquer les gags aussi. Et donc, c'est pas la première fois. On a ici aussi l'exemplaire Lincoln. Donc, Hopla est devenu un peu un spécialiste de l'adaptation en jeu de cartes des univers de bande dessinée. Moi, je connais la série des Jouvray, de Lincoln, c'est génial. Elle est absolument géniale. Mais celle-ci est aussi absolument géniale. Lisez Apocalypse sur Carson City, je vous le conseille. Bon, d'accord, Emma. ok. Et j'ai un peu de temps encore. Ouais, pour une fois, on a un peu du temps, c'est extraordinaire. Ouais. Bon, alors, 2 je minutes. voulais... Oh, ça y est, c'est frustration quand même. 2 minutes, ça veut dire 1 minute 15 pour présenter ton livre. Bon, alors, on va être rapide et efficace. Le meilleur ami de l'homme, c'est un roman graphique qui est paru dans la collection Air Libre. Alors, ce n'est pas la tête de la collection Air Libre, c'est plus petit, mais c'est chez Depuis Toujours. C'est Tronchet, Nicobi. Tronchet, évidemment, c'est... alors, pour le coup, moi, j'ai adoré quand j'étais plus jeune Raymond Calbut, Jean-Claude Tergal, tous ces grands héros d'humour qui étaient super. Récemment, il avait plutôt fait des récits plus introspectifs, plus personnels. Et puis là, il revient à l'humour grâce à Nicobi, puisqu'ils ont enfin, ensemble, raconté cette histoire. Le meilleur ami de l'homme, alors on les voit, les deux personnages sur la couverture. Lui, les médecins. Bon, proctologue, oui, parce qu'il a choisi une spécialité particulière. Super. Et l'autre derrière, c'est son meilleur ami. Mais en fait, des meilleurs amis comme ça, j'en veux jamais. Ce qui est génial, c'est qu'évidemment, ce personnage-là, on le découvre tout au début du récit et on va le détester tout le long. Et rien que de savoir qu'ils vont mettre en scène un personnage qu'on déteste, forcément, c'est assez jouissif. Enfin, je trouve que pour eux, en tout cas, ils sont bien amusés à faire ça. Qu'est-ce que j'ai dit dedans ? Il a un petit côté de Depardieu, je trouve, sur la couverture, le meilleur ami, vous trouvez pas ? Un gros gars blond Depardieu qui se dans vautre Boudu. sur un canapé. Ah. Oui, bon, d'accord. Bon, Boudu, pas Depardieu. Alors, bon, bref, alors on continue. Donc ça se passe dans l'univers du foot, parce que les deux copains, en fait, ils étaient anciens copains de foot quand ils étaient ados, enfin voilà. Et il va le retrouver un peu par hasard lors d'un match. Et puis va s'en dérouler toute une suite d'événements, etc. Tous plus hallucinants les uns que les autres. D'autant que, en fait, le personnage, le fameux super copain, il passe longtemps à lui savonner la planche, parce qu'il voudrait bien avoir sa vie. Bah oui, il y a un copain qui a réussi, qui a une femme, qui a une fille, qui a un appartement, qui a un boulot bien, et puis il y a l'autre qui est en train de zoner dans une banlieue dans un magasin de vidéos tout pourri. Donc forcément, il veut lui piquer sa vie. Puisqu'on arrive à la fin, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Bah oui, sinon j'en parlerai pas. Et j'en parle aussi particulièrement aujourd'hui parce que la semaine prochaine aura lieu le festival Quai des Bulles de Saint-Malo, évidemment, un moment inratable. Et donc les auteurs seront évidemment présents au festival, mais aussi Nicobi fait partie de l'organisation du festival. Chaque année, il organise plein d'expositions. Dans ce festival, il y a plein d'expos, plein de rencontres, des diffusions de films. Enfin, c'est très complet. Et d'ailleurs, l'autre auteur dont je parlais tout à l'heure, notre ami Ray Medium des Ronds dans l'eau, il sera aussi à Saint-Malo. Bon ben voilà, vous savez tout. Vous venez à Saint-Malo la semaine prochaine, rendez-vous au bord de la mer. Alors moi, je vous dis encore merci pour nous être fidèles, évidemment. Vous pouvez nous retrouver en replay, vous le savez maintenant, sur le site de Watch, sur le site de BD Gest, sur YouTube, sur Dailymotion. Vous nous retrouvez aussi en podcast. N'hésitez pas à nous laisser quelques messages sur Facebook, sur Twitter. On y répond, donc soyez présents. La semaine prochaine, vous allez retrouver Christophe, comme tous les 15 jours. Quant à nous, nous retrouvons le 2 novembre pour un nouvel épisode d'Entrecase. Merci Laurent et à bientôt. Merci Nicolas, à bientôt. Je peux dire ce qu'on fait dans 2 semaines ? Oui. Allez, 7 secondes pour dire qu'on fait une spéciale Goscinny parce qu'il y a l'expo hommage au musée d'art et d'histoire, du judaïsme, et puis l'expo à la Cinémathèque, il y a un nouvel Astérix et un nouveau petit Nicolas. Pouf, du Goscinny. Merci Emmanuel et bonne fin de journée. Merci. Et merci à tous, à bientôt.